Denis Mourard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint scientifique à l'INSU, en charge de l'astronomie et de l'astrophysique. Et si nous vous avons invité, c'est pour évoquer un projet assez incroyable, celui du plus grand télescope jamais construit. C'est un télescope européen qui verra le jour vers les années 2020 au Chili. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce projet ? Oui, ce projet de télescope fait suite un peu à l'évolution qu'on a eue en astronomie sur les très grands télescopes, parce qu'on a besoin de récolter de plus en plus d'informations. L'astronomie est une science d'observation, et on a depuis une cinquantaine d'années rassemblé les efforts au niveau européen dans un organisme qui s'appelle l'ESO, donc qui est l'Observatoire européen austral, et qui donc a maintenant lancé ce projet d'un télescope de 40 mètres aujourd'hui, 39 mètres plus exactement, qui a donc comme objectif de poursuivre la recherche en astronomie et astrophysique. Alors son nom, il s'appelle l'EELT, pour European Extremely Large Telescope. Donc il fait suite en fait à un projet qui avait été engagé il y a une quinzaine d'années, à l'issue du démarrage du VLT, qui est au Chili avec 4 télescopes de 8 mètres. Et l'idée était de continuer la recherche au niveau de l'astrophysique, en complément de ce que le télescope spatial aussi Hubble avait apporté. En particulier, Hubble avait détecté des galaxies extrêmement lointaines dans les champs très profonds que le télescope spatial ait pu faire. Mais au-delà de la détection, les astronomes ont besoin de caractériser les objets. Et donc, pour caractériser les objets détectés, on a besoin de récolter encore plus de lumière. Et pour récolter encore plus de lumière, on a besoin de télescopes de plus en plus grands. Donc c'était l'objectif principal au départ de ce projet. Je crois que le projet à l'origine était beaucoup plus ambitieux. Oui, c'était un télescope de 100 mètres de diamètre, c'est-à-dire la taille d'un terrain de football en gros. Alors qu'aujourd'hui on est un télescope, les plus grands télescopes font 10 mètres au sol. Et donc c'est effectivement un ordre de grandeur au-delà qui est nécessaire. Et pourquoi on n'a pas fait 100 mètres ? Donc il y a eu des compromis en termes d'objectifs scientifiques, en termes de faisabilité technique, faisabilité industrielle, qui ont progressivement réduit le diamètre, c'est-à-dire qu'on est allé sur une base qui était au départ de 42 mètres, et il y a eu depuis 2 ans un effort pour rentrer dans des enveloppes budgétaires à peu près maîtrisables, et on est aujourd'hui à un diamètre de 39 mètres. On ne fait plus un miroir d'un seul tenant maintenant, donc c'est un miroir composite, c'est ça ? Alors c'est un miroir qu'on appelle mosaïque en fait, donc ça existe déjà, les télescopes américains Keck, qui sont sur le sommet du Mauna Kea à Hawaï. Donc il y a 2 télescopes et 2 miroirs de 10 mètres qui sont des miroirs qu'on appelle segmentés ou mosaïques et qui sont constitués de petits morceaux de miroirs d'1,40 m à peu près de diamètre et qu'on maintient de manière permanente et active sur la forme parfaite du télescope. Pour l'ELT, on s'oriente vers un miroir mosaïque qui va comprendre plus de pratiquement 900 segments, chacun des miroirs hexagonaux d'environ 1,40 m de diamètre. Il y a 10 ou 20 ans, on avait l'impression que l'avenir c'était dans le télescope spatial et que les télescopes au sol n'avaient plus d'avenir. Qu'est-ce qui a changé ? Ça n'a pas totalement changé en fait. Il y a une complémentarité assez forte. Effectivement, le télescope Hubble a révolutionné énormément de choses et de domaines scientifiques par son pouvoir d'observation, la finesse de ses images. Alors aujourd'hui, avec l'optique adaptative au sol, on retrouve une certaine finesse dans les images, comme l'a montré le télescope Hubble, mais on a une limitation avec le télescope Hubble, par exemple, qui faisait un diamètre de 2,40 m, c'est que on va pouvoir détecter des objets très très faibles, donc les objets très lointains ou les objets les plus primordiaux de l'univers, mais on a très peu de moyens à bord du télescope spatial de les caractériser. Donc on a besoin de grands télescopes au sol qui vont pouvoir faire la spectroscopie de ces objets de façon à les caractériser, donc l'étude en fonction de la longueur d'onde. Donc il y a une complémentarité. Après toute la révolution apportée par le télescope Hubble, il était nécessaire de continuer des recherches au sol parce qu'on a besoin de pouvoirs de résolution ou de pouvoirs collecteurs de lumière qui font des instruments extrêmement grands qu'on ne sait pas envoyer en orbite. Mais on est quand même malgré tout freiné par les turbulences atmosphériques.
Oui, mais on sait maintenant s'affranchir. On a montré c'est une technique qui est maintenant plus d'une quinzaine d'années derrière elle et qui est répandue partout dans le monde. Et on a aujourd'hui différents types d'optiques adaptatives, hein, des systèmes qui savent corriger très bien l'étoile ou l'objet qui est sur l'axe. On a des systèmes qui permettent de corriger sur des grands champs, ce qui est important pour les études statistiques sur des grands nombres de galaxies. On a aussi l'utilisation maintenant d'étoiles artificielles, d'étoiles laser artificielles qui permettent de pouvoir mesurer les défauts de la turbulence dans n'importe quelle région du ciel. Donc il y a énormément d'efforts qui ont été faits à la fois par l'inventivité des astronomes, mais aussi par le développement de la technologie, avec le développement de micro-miroirs, de matrices très compactes avec de très grands nombres d'actuateurs, des progrès aussi sur la façon d'analyser la turbulence. Et aujourd'hui, on a des instruments qui fonctionnent déjà et qui ont montré les performances de ce type de système. Donc on a assez confiance quand même pour l'ELT, quoi. Même si ça reste un des points les plus difficiles. Très concrètement, qu'est-ce qu'on attend scientifiquement de cet instrument? Déjà, on va bénéficier, en fait, comme je le disais tout à l'heure, d'un grand pouvoir de collection de lumière, c'est-à-dire qu'on va ramasser beaucoup de lumière. Ça, c'est l'intérêt principal d'avoir un grand diamètre. Et avec un télescope de 30 mètres par rapport à un télescope de 8 mètres, on gagne à peu près un facteur 4 en diamètre. Et donc en surface, on gagne un facteur 15. Donc on va récolter 15 fois plus de lumière. Également, avec un télescope de 30 mètres de diamètre, on va avoir un pouvoir de résolution 4 fois meilleur qu'avec un télescope de 8 mètres, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir des détails beaucoup plus fins. Plus un miroir est large, plus on peut voir des détails fins. Voilà, exactement. C'est la caractéristique principale liée aux propriétés de la formation des images dans un télescope. On a un meilleur pouvoir de résolution, à condition de savoir corriger la turbulence atmosphérique, qui sinon va brouiller l'information, mais ça on sait le faire. Donc un meilleur pouvoir de résolution, donc on verra mieux les choses, et un pouvoir de collecte de lumière beaucoup plus important, donc on verra des objets plus faibles. Alors ça, ça a été, évidemment c'est pas un hasard si on a fait ça, c'est qu'on voulait voir des objets très faibles, en particulier s'intéresser à tous les objets les plus anciens dans l'âge de l'univers, hein, les objets primordiaux, caractériser les premières galaxies, les premières étoiles. Et ça, on a besoin, au-delà de ce qui avait pu être détecté par les instruments actuels, de pouvoir caractériser la forme de ces galaxies, qui sont des formes vraiment assez différentes des galaxies qu'on voit aujourd'hui, parce que il y a une évolution des galaxies au cours du temps qui dépendent de l'environnement, et on ne connaît pas bien l'environnement après le Big Bang. Donc on a ce besoin de caractériser les objets dans leur forme, dans leur composition chimique, et on a besoin de voir plus précisément aussi pour comprendre le fonctionnement des galaxies, pas simplement dans leur ensemble, mais comment à l'intérieur de la galaxie fonctionne. Et la galaxie est constituée d'étoiles, les galaxies sont constituées d'étoiles, et étudier les étoiles dans d'autres galaxies que la nôtre, parce qu'on a depuis des décennies, des siècles, étudié essentiellement la physique stellaire, physique des étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée, et c'est une ère nouvelle qui va s'ouvrir avec l'étude des étoiles dans les autres galaxies. Est-ce que ça peut permettre aussi de voir des exoplanètes, par exemple? Un des très grands domaines aussi sur lequel on va se pencher, qui est la détection directe, effectivement, d'exoplanètes. Vous savez que la grande majorité des planètes qu'on a découvertes depuis environ 15 ans le sont de manière indirecte par les effets de la planète sur l'étoile, c'est-à-dire quand une planète orbite autour d'une étoile, l'étoile a un mouvement réflexe qu'on sait détecter. On a commencé, dans certains cas, à avoir des images de l'environnement des étoiles où on détecte les planètes, mais on est encore, avec les télescopes actuels au sol, dans des zones assez lointaines autour de l'objet, parce qu'on n'a pas le pouvoir de résolution suffisant. Avec un télescope de 30 mètres, on va pouvoir faire de la détection d'objets beaucoup plus proches de l'étoile, et en particulier, on est intéressé à détecter des objets faibles, et dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, c'est-à-dire dans une zone autour des étoiles où, a priori, le principe est de dire on peut avoir de l'eau sous forme liquide, qui existe. Quel site a été choisi pour ce projet?
La décision a été prise après de nombreuses études dans différents sites concurrents, et en particulier pour avoir à la fois des facilités d'accès et une qualité de site la meilleure possible. Donc ce qui a été choisi, c'est un site qui est à une dizaine de kilomètres en fait, du site du Paranal, du VLT actuellement, donc de façon à bénéficier d'une partie de l'infrastructure et d'avoir un site qui a été caractérisé de manière vraiment très très bonne, quoi. Bon, mais alors tout ça a un coût. Combien ça coûte? Qui paie? Et où est-ce qu'on en est? Le budget estimé actuellement pour le LT, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros. Alors ça paraît des sommes assez énormes, hein, mais ce sont les montants habituels sur les très grandes infrastructures de recherche au sol. Il faut se rendre compte quand même que c'est à peu près un ordre de grandeur, un facteur 10 inférieur aux projets spatiaux. Donc où on en est au niveau de ce financement? Il y a un travail qui est en cours avec l'Observatoire européen austral et les États membres pour provisionner l'ensemble des financements. Et la décision de lancement officielle devrait être prise en juin 2013, à partir du moment où on aura rassemblé 90% de ce budget. Alors aujourd'hui, le montage de ce budget est assuré par les fonds propres de l'ESO, plus environ 300 millions d'euros qui viendraient de l'entrée du Brésil à l'ESO, qui est une contribution qui s'étalerait sur 10 ans, et un effort supplémentaire qui est demandé aux États membres d'environ 250 millions d'euros répartis au prorata des contributions des États membres à l'ESO. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une demande au niveau des États membres de s'engager de manière supplémentaire. Donc on sait aujourd'hui que sur les 15 États membres, il y a 6 ou 7 pays qui ont répondu qu'ils étaient prêts à s'engager. Il y a encore 3-4 pays qui sont dans une phase de confirmation, et 4 pays, dont aujourd'hui encore la France, qui se sont abstenus et pour lesquels la période actuelle de juin 2012 jusqu'à juin 2013 est critique vis-à-vis de cet engagement. Donc on fait tout actuellement au niveau du CNRS et au niveau du ministère pour trouver la bonne façon d'apporter ce financement supplémentaire et de pouvoir engager les équipes dans ce projet européen. Malgré tout, est-ce que vous restez confiant sur la réalisation de ce projet? Oui, on est confiant parce qu'on a investi énormément d'efforts depuis des années sur les études techniques avec les industriels. C'est inscrit vraiment dans notre priorité au niveau national. On a des exercices de prospective tous les 5-6 ans et c'est vraiment la très grande priorité. On a fait des efforts par ailleurs pour rassembler les forces sur ce projet. On a aussi travaillé avec nos partenaires européens pour le montage des groupes qui vont réaliser les instruments. Il y a eu un travail depuis 5 ans environ sur une feuille de route sur les grandes infrastructures de recherche au niveau européen et qui est ensuite repris dans les États membres. Et l'ELT est la première des priorités. Donc il y a une situation budgétaire qui recule un petit peu la date de décision, mais l'engagement dès aujourd'hui dans des phases d'études sur les parties critiques, en particulier par les eaux, a pour objectif de garder ce calendrier de la première lumière de ce télescope, disons dans les années 2020. Donc aujourd'hui, on a vraiment confiance maintenant sur ce projet. Denis Mourard, merci. Merci.